Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais reprendre un petit peu mes instants de lecture parce que j'ai reçu ce magnifique livre en cadeau et je remercie Martine Seigneur, l'attachée de presse, de m'avoir fait découvrir cet écrivain, enfin, qui n'est pas que écrivain, cet auteur, j'ai envie de dire plutôt, cet auteur. Et je vous avoue que là, je suis carrément tombée dans le livre et tombée de ma chaise et de ma chaîne aussi, tant que j'y suis, parce que, oh, je me disais, franchement, j'aurais pas eu l'idée d'acheter ce livre. Mais vraiment, entre vous et moi, donc c'est un livre qui est paru chez Mama Édition. Et alors, comme ça vient de chez Martine, ça ne peut pas ne pas être bien. Il y a forcément quelque chose que je dois découvrir. Alors, je suis obligée, habituellement, j'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Habituellement, la quatrième de couverture, je vous la lis en dernier parce que je vous laisse le temps comme ça aussi de profiter de la lecture. Mais je suis bien obligée de vous situer ce monsieur, ce personnage, Jean-Luc Caliel. Alors, l'auteur est ancien chef de groupe au GIGN. Décidément, ils vont tous finir ou débuter leur carrière en partie sur ma chaîne YouTube Au-delà du spirituel. Donc, c'est un ancien chef de groupe au GIGN. Jean-Luc Caliel est de nature rationnelle. Sa carrière opérationnelle est marquée par des missions d'exception. C'est dans cette unité d'élite qu'il explore malgré lui d'autres dimensions de l'existence, révélant en lui une foi inébranlable et inspirante. Préface de Catherine Lara, postface d'Alain Chamfort. Alors, bon, j'imagine que ça a dû être très difficile de faire un tout petit rikiki mini résumé, parce que quand j'ai commencé le livre, ça m'a fait le même effet que pour Robert. Je ne peux pas vous expliquer, j'ai été aspirée dans une énergie fantastique, un récit d'une qualité d'écriture absolument incroyable. Voilà, moi je m'imaginais un monsieur très sportif. Vous savez que j'aime beaucoup l'humour et j'aime beaucoup rire. Aussi, je me suis dit, voilà, bon, je sais qu'ils font beaucoup de sport. Hein, on voit la petite photo ici. Il y a des passages très, très croustillants. Il y a des passages hyper difficiles. Hein. J'avoue que... Alors, au début, j'ai commencé à rire, à rire, à rire, à rire. Mon mari se demandait bien ce que j'avais, parce que les trois quarts du temps, je lis allongée et ça permet d'étendre mon corps physique, puisque, comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis une hyperactive et je fais beaucoup et un peu trop de sport, voilà. Donc, il est né d'une mère catholique et d'un père agnostique. Je vais y arriver. Hein. Jean-Luc Caliel intègre le GIGN à 23 ans, avec pour unique bagage les convictions patriarcales. Il en sort 15 ans plus tard, chef de groupe opérationnel et Dieu chevillé au corps. Rien ne le prédestinait à vivre un parcours initiatique. Rien ne le destinait à s'ouvrir à la foi. Rien, mais absolument rien, n'avait été semé en lui pour que Dieu prenne un jour sa place. Après 24 années de réflexion et d'hésitation, Jean-Luc Caliel explique aujourd'hui comment la foi a pris naissance en lui, pas à pas, jusqu'à expérimenter un jour, à sa plus grande surprise, la divine connexion. L'instant fut tout aussi extraordinaire qu'inattendu. Alors, j'ai mis plein d'annotations dans ce livre et régulièrement, vous verrez des citations extraites de ce livre parce que ces citations sont pour moi des
des canalisations. D'ailleurs, ce livre, on peut tout à fait l'utiliser en bibliomancie. Alors, pour ceux qui arrivent ou qui ne savent pas, j'ai déjà expliqué la bibliomancie. Je vais remettre mes lunettes roses ou mes lunettes bleues. J'ai mes lunettes violettes sur le nez, vous ne me voyez pas. La bibliomancie, c'est un art divinatoire, mais aussi de guidance, on peut dire ça comme ça. La divination et la guidance, pour moi, c'est pas tout à fait pareil, hein. Et vous pouvez l'ouvrir en pensant à votre souci du moment. Et hop, inévitablement, vous allez tomber sur une phrase, vous allez tomber sur un petit morceau, un petit couplet de livre, et ça va répondre à votre question, parce que pour moi, c'est un livre énergétiquement, comme celui de Robert d'ailleurs, hein, vibratoirement élevé, parce que ce que j'ai ressenti, je ne peux pas l'inventer. Et ce qu'il explique avec un langage soutenu, j'ai été très surprise du langage, de l'écriture, il ne peut pas l'inventer, et franchement, il a vécu des moments très difficiles, ce monsieur, mais aussi des moments avec des mouvements énergétiques incroyables. Vous voyez par exemple ici, et on va passer à la lecture, vous allez vous installer confortablement. Vous voyez ici, j'ai mis des petits encadrés, donc j'ai décidé de l'inviter. Bah oui, je décide, hein, des fois j'ai envie d'inviter, puis des fois je n'ai pas envie, hein. Je reçois aussi des livres, je ne veux pas dire de mal, mais je ne comprends pas le contenu, ou bien je n'arrive pas, je rentre pas dans les énergies de l'auteur, et ça ne le fait pas, hein. Vous savez que j'ai un caractère extrêmement entier, extrêmement, hein, j'ai mis le mot extrême pour pas vous faire peur, et je ne sais pas simuler. C'est bien embêtant des fois, j'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas simuler, et je ne sais pas mentir non plus, et je ne gagne rien. Je ne vais que vers ce qui m'anime, et c'est peut-être pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Alors vous voyez par exemple ici, je vais m'approprier cette citation. Prévoir le pire démontrait ma façon irréaliste de raisonner ce soir-là. Je me couchais le ventre vide et le cerveau gavé de suppositions anxiogènes. L'harmonie et la paix m'avaient quitté. Je les cherchais ailleurs. Pour être honnête, je les attendais d'ailleurs sans y croire, puisque rien n'était venu répondre à ma demande formulée au volant de la voiture. L'épuisement me plongea finalement dans un sommeil tourmenté, un rêve agité. Bon, évidemment, ces phrases sont sorties un petit peu du contexte, mais franchement, qui n'a pas vécu ces moments-là? Le cerveau gavé de suppositions anxiogènes. Alors j'en ai mis plein d'autres, mais je vous les mettrai sous forme de citations avec des photos. Je vois que, en fait, je m'aperçois en allant vous rencontrer sur le terrain. On parle beaucoup quand je vais sur le terrain, dans des salons et autres. Je commence à sortir un petit peu de ma grotte, mais je suis pas super fan, hein, mais bon, ça me permet de vous voir en vrai. Je m'aperçois que lire, pour certains d'entre vous, c'est difficile, mais vous lisez quand même les citations, les textes, et puis ça permet aussi de faire voyager des canalisations pour moi et des messages inspirés, clairement. Et vraiment, c'est très beau. Voilà. Et donc, vous les verrez sous forme par écrit. Par écrit, je mettrai des jolies photos, ou bien on les enverra à Inès, et je suis sûre qu'elle aura l'inspiration pour illustrer ces morceaux de texte et ces morceaux de vie très denses. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas démontrer l'existence de quelque chose que cette chose n'existe pas. Et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas encore le faire aujourd'hui que nous devons fermer la porte à cette possibilité. Un jour, peut-être, nous la franchirons. Qui aurait imaginé
au XVIIIe siècle que l'homme serait propulsé un jour dans l'espace à bord d'une fusée ou filerait sur des rails à plus de 300 km/h. C'est tellement vrai. Donc, il a quand même un côté très terrien, mais vous allez voir, je vous ai choisi un petit extrait qui m'a bien amusé. Alors, j'espère que je vais le retrouver, sinon je vais me mettre en mode trouve-le-moi. Voilà, il parle du GIGN. Alors au début, bon, il situe un petit peu sa carrière. Bah tiens, allez, on va commencer là. Et puis, je vais vous faire plusieurs petits extraits. Je ne perds pas mon marque-page parce que j'ai encore des trucs importants à faire. Donc, j'ai décidé de l'inviter. Et il a intérêt de dire oui, hein, parce que sinon, ça va très très mal se passer. Je rigole. Bah oui, pourquoi il dirait non? Et on me dit toujours oui, de toute façon, c'est rare qu'on me dise non. Après, c'est vrai que c'est difficile de trouver du temps entre leurs emplois du temps et le mien, qui devient un agenda. Oh non, pas de ministre, parce que les ministres, j'y crois pas du tout à leurs agendas. Je pense que j'ai un agenda, moi, de vrais travailleurs. Bon, enfin bon, bref, allez, on va pas polémiquer. Mais on est là quand même pour se détendre. C'est parti. Cependant, malgré tous les atouts de cette ville balnéaire, je nourrissais toujours une seule envie et unique objectif, le GIGN. Bien sûr, viser un tel objectif à 22 ans paraissait utopique pour certains de mes camarades gendarmes. Cela m'avait valu quelques moqueries en début de carrière. Quelques-uns tentaient même de me dissuader de passer le fameux concours. Certains gradés bedonnants estimaient mes capacités bien trop insuffisantes pour prétendre passer les tests d'entrée au GIGN. Malgré les railleries, je me présentais l'année de mes 22 ans pour l'intégrer le mois de mon 23e anniversaire. Impossible, lançaient mes détracteurs. L'homme progresse grâce aux choses impossibles. Le seul moyen de découvrir les limites du possible est de s'aventurer dans l'impossible. Alors oui, tiens, ça je vais l'entourer. C'est ce que j'ai osé faire. Malgré les nombreux freins, j'ai donc poursuivi ma carrière gendarmique au GIGN. J'avais pour unique bagage un classement honorable à la sortie de l'école, un bon début de carrière à Antibes, une vivacité d'esprit, des capacités sportives indéniables avec, toujours ancrées en moi, les convictions de mon père. La vie et les épreuves m'ont enseigné bien plus tard la modération et le recul concernant l'éducation familiale. Ma première découverte fut que mes parents ne détenaient pas la vérité. L'éducation reçue avait donné des fleurs, mais pas de fruits. Deuxième découverte, leurs enseignements avaient été transmis de génération en génération, dans un contexte qui leur était propre. Pour la plupart, ils étaient malheureusement erronés, fondés sur des théories discutables ou qui n'étaient plus adaptées au monde d'aujourd'hui. La troisième, plus favorable que les précédentes, tout était possible dans la vie, même si cela paraissait impossible. Il suffisait de mettre un cœur convaincu dans son projet sans jamais écouter les cœurs incertains ou sans ambition. Il n'y a que deux choses qui séparent le possible de l'impossible. Deux lettres et un état d'esprit. Enfin, la quatrième, la meilleure, bâtir ses projets avec la tête et en ressentir le succès avec son cœur, bien avant qu'il ne se concrétise. Lorsque nous comprenons ce processus, le chemin du tout est possible s'ouvre devant nous et c'est magique.
En marge de ces certitudes, mon père, ancien footballeur de l'équipe nationale d'Algérie, avait semé en moi l'esprit sportif et le goût de la compétition. Ne lâche rien, surtout si tu as mal. Savoir endurer. Au GIGN, c'est fondamental. Pour le reste, la foi, je ne devais compter que sur moi et sur ma propre expérience. Aujourd'hui, j'ai compris que nous ne naissons pas bons ou mauvais citoyens, croyants ou incrédules. Les expériences de la vie façonnent les êtres que nous sommes. Nous arrivons au monde innocents, avec l'envie profonde de tout découvrir, tout tester, tout défier, tout entreprendre, tout comprendre, tout ressentir, tout percevoir, tout enregistrer dans notre base de données. Qui éclairera notre chemin jusqu'à notre dernier souffle? Les portes, j'en ai franchi quelques-unes depuis mes 18 ans. J'en pousserai encore avant ma dernière heure. Du moins, je l'espère, parce que chaque fois, j'en ai tiré des enseignements. Oscar Wilde disait « L'expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs. » J'en suis convaincu. L'expérience ne trompe pas. Seuls les jugements trompent. Une porte au GIGN est considérée comme un obstacle délicat à franchir. Personne ne peut prédire ce que nous trouverons derrière. L'obscurité totale, la pénombre, une lampe braquée sur nous, un piège tendu entre deux chaises, une arme pointée sur notre tête ou celle d'un innocent. Pour le découvrir, il faut plonger, exposer notre intégrité physique pour préserver ce qu'il y a de plus précieux, de plus sacré, la vie. Depuis que j'ai ressenti dans ma chair et entendu le divin, je dirais plutôt la vie, quelle qu'elle soit, et quelle que soit sa forme, je développerai cette expérience inattendue plus loin dans cet ouvrage. Ma deuxième porte à franchir fut celle du cœur. Elle s'était fermée entre nous sans que je m'en aperçoive. J'avais 28 ans, nous n'étions plus faits l'un pour l'autre, ni pour le meilleur, ni pour le pire. La désunion prononcée, j'entr'ouvris la porte de la foi. Je l'ai passée lentement. L'inconnu appelle toujours la prudence. J'ai commencé à prier, sans en faire état auprès de mes proches. J'ai trouvé là une base de repli, un lieu pour me reconstruire, me recharger, ou plutôt me ressourcer. Cette orientation m'avait été suggérée par quelques camarades qui avaient vécu des phénomènes que je qualifiais à l'époque d'irrationnels, d'extraordinaires. J'étais curieux et le manifestais de façon récurrente auprès d'eux. J'avais envie de découvrir la nature de leurs témoignages et d'apprécier leur authenticité. J'avais approché certains d'entre eux pour savoir s'ils avaient été confrontés à des situations singulières, celles que nous évitons d'étaler sur la place publique. Je le fis sans moquerie. Ma seule motivation était de vouloir comprendre, en y mettant si possible du rationnel, puisque Dieu n'existe pas, dixit mon père. Dès que l'opportunité se présentait ou que la conversation s'y prêtait, je m'engouffrais dans la brèche. Nous nous isolions. Notre échange affichait la complicité, une vertu propice à l'esprit d'équipe. Quoi de plus normal au GIGN? Alors on va sauter quelques pages, parce que je ne vais pas spoiler, n'est-ce pas? Mais c'est un passage très sympathique que j'aime beaucoup. Alors, on va arriver ailleurs dans le livre. Alors voilà, c'est ce passage-là que je cherche. Donc il a une discussion avec un de ses collègues qui l'a appelé
Il l'a nommé dans le livre Aurélien. Il a donné d'autres prénoms à ses collègues pour pas qu'on reconnaisse tout le monde parce que il partage beaucoup d'histoires hyper croustillantes, nourrissantes, intéressantes. Vous pouvez mettre tous les mots en hante que vous voulez, mais franchement, très bien. Mais alors là, c'est là, par là que j'ai vraiment ri aux éclats. Voilà. Alors, il a eu un accident de plongée, donc là, dans le passage, et il a dit que il est allé rencontrer un monsieur parce qu'il a été plongeur, hein, donc Jean-Luc au GIGN, et il a eu un souci de santé au niveau des tympans. Et il avait un peu peur parce qu'ils ont beaucoup d'examens. Alors on découvre aussi le fonctionnement, c'est très intéressant. Il avait quand même pas mal d'examens. Et donc on va commencer la lecture. Perdu dans mes réflexions, je tentais de me frayer un chemin pertinent dans ce témoignage pour ne pas me perdre. Donc c'est le témoignage de son collègue. Soit je restais rationnel et rejetais tout en bloc, soit je m'ouvrais à l'irrationnel en conservant toutefois mon discernement. Soit je continuais à croire mon père, soit j'essayais de comprendre le témoignage de mes camarades au-dessus de tout soupçon. L'espace qui sépare l'incroyant de la foi ne tient parfois qu'à un souffle. Un peu comme la vie n'est séparée de la mort que par un souffle. Cet échange avait généré beaucoup de remises en question en moi, jusqu'à ce fameux matin où ma carrière de plongeur fut mise en péril. Donc là, il raconte ce qui lui est arrivé, donc je ne vais pas spoiler. Je vais juste arriver au passage qui m'intéresse. Un camarade de la DGSE que je croisais régulièrement aux heures des repas était venu à ma rencontre après le déjeuner. La mauvaise nouvelle s'était répandue dans toute l'école, aussi vite qu'une fuite d'eau sous pression. « Es-tu ouvert aux médecines parallèles ?»« À quoi ?»« Aux médecines non conventionnelles, si tu préfères. »« Que veux-tu dire ?»« De me faire confiance. » Ce camarade m'accompagna en fin de journée chez un octogénaire qui résidait à quelques kilomètres de Saint-Mandrier. L'homme vivait dans une modeste demeure à l'ombre d'une pinède. L'austérité était omniprésente chez lui. Les 4 pièces, quasi vides, baignaient dans la pénombre. Les volets, entrebâillés, laissaient à peine glisser des traits de lumière, matérialisés par des particules de poussière. Le vieillard se traînait dans de vieilles charentaises. Il ne recevait plus personne, mais à la demande de mon camarade, avait accepté de m'accueillir. Je pars du principe que tout ce que vous possédez vous possède. Alors, ne soyez pas surpris par l'austérité de mon intérieur. C'est une richesse que d'avoir l'esprit libre. Son bureau était aussi accueillant qu'une cellule à Alcatraz. Une armoire, un meuble bas en guise de bureau, 2 chaises et une table de chevet sur laquelle s'entremêlaient des crayons de bois. Il me fit asseoir. À l'aide de la pointe d'un crayon, il piqua plusieurs points de mon oreille externe. Au contact de la mine, je sursautais. Des décharges électriques me parcouraient tout le pavillon. « Mais qu'est-ce que vous faites ? Je reçois des décharges électriques. » « Bah tenez, prenez-le. C'est un crayon à papier ordinaire. Rien de plus classique. Votre oreille interne n'a rien. L'oreille moyenne est en parfait état. En revanche, votre tympan est effectivement fatigué. »
plus j'avançais dans la séance, moins je ressentais les effets indésirables de son soin. Au bout de 45 minutes, je ne percevais plus que quelques picotements. À l'issue de la séance, les désagréments avaient totalement disparu. Voilà, c'est terminé. Mettez-vous debout, pincez-vous le nez et faites doucement la manœuvre de Valsalva. La manœuvre de Valsalva est une méthode de rééquilibrage des pressions. Elle m'avait été formellement interdite par le médecin le jour de cette consultation. En cas de non-respect de la consigne, je m'exposais à déchirer intégralement ma relique tympanique. Allez-y doucement. Vous devriez entendre un claquement suivi d'un autre. Exact. Cela signifie que le rééquilibrage se fait correctement. Votre tympan joue maintenant son rôle. Dois-je comprendre que je peux de nouveau plonger ? Oui, mais ne forcez pas. Immergez-vous debout, tête haute et tout ira bien. La seule chose sûre, c'est que mon environnement était enfin audible. Plus de bruit sourd ou de bourdonnement dans l'oreille, plus de lourdeur. Cet homme refusa tout paiement. Seule contrepartie, une poignée de main et de la gratitude. Je lui offris modestement un porte-clés et un écusson du groupe que j'avais par chance sous la main. Je m'ouvrais à peine au monde de l'invisible, que celui de la guérison spontanée se révélait à moi. À vrai dire, je n'étais pas prêt à franchir cette nouvelle porte. Le lendemain, à la première heure, je me pointais devant le médecin en charge de prendre un rendez-vous à l'hôpital Sainte-Anne. « Vous tombez bien, je vous accompagne à 14h à Sainte-Anne. Votre rendez-vous est à 15h. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vérifier une dernière fois mon tympan ? Je comprends votre désarroi, mais croyez-moi, dans votre cas, la seule solution reste la greffe. Je me suis réveillée ce matin avec l'impression d'entendre correctement. Je n'ai plus de lourdeur à l'oreille, ni de douleur lancinante. Je vous demande de vérifier une dernière fois, s'il vous plaît. Écoutez, allez, enlevez-moi ce doute, s'il vous plaît, je vous le demande. Il s'empara de son otoscope, nettoya le spéculum et l'introduit dans le conduit auditif. Ça alors ? Plus de déchirure, plus d'inflammation. Faites voir l'autre oreille. Oh, bah ça c'est incroyable. Mais qu'avez-vous fait ? Lui dire la vérité m'aurait expédié du bloc opératoire à une unité de soins intensifs en psychiatrie. Je pars du principe que toute vérité n'est pas bonne à dire. Dite seule et de manière isolée, elle peut même induire en erreur celui qui la reçoit, avec de vraies conséquences pour celui qui la divulgue. Toute ma carrière au GIGN aurait pu en souffrir. Quoi qu'il en soit, pour dire la vérité, il m'aurait fallu la détenir, ce qui n'était pas mon cas. C'est vous le médecin, hein, pas moi, hein. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. J'avoue que ça me dépasse. Plongez ce matin, je resterai sur le ponton. Surtout, ne forcez pas, hein. À la moindre douleur, remontez. J'annulerai le rendez-vous si tout se passe bien. Je ne savais pas encore que cette plongée répondrait à toutes mes attentes, et plus encore, même si je la redoutais. Ma carrière de plongeur allait se jouer lors de ma prochaine immersion. J'ignorais que cette plongée allait m'ouvrir à une nouvelle porte vers le ciel, celle d'un chant ressemblant étrangement à un chœur d'église. L'objectif de l'exercice était d'atteindre en toute discrétion la partie immergée d'une frégate désarmée. L'épave était ancrée devant l'école de plongée de la marine. Elle servait également de brise-lames en cas de coup de vent. Une fois l'objectif atteint,
nous devions nous ventouser sous la coque, puis la franchir pour atteindre le pont principal. Notre parcours subaquatique suivait des caps et des temps imposés. Autant de caps que de temps. La navigation devait respecter scrupuleusement une certaine profondeur, 7 mètres maximum. En dessous, l'oxygène nous exposait à un risque mortel. L'itinéraire était jalonné d'obstacles artificiels. Nous devions les franchir un à un jusqu'à l'épave flottante. Je me concentrais sur ma navigation et sur le franchissement des obstacles. J'en oubliais mon tympan. Nous approchions du mastodonte d'acier. Il faisait de plus en plus sombre, bien que la matinée fût ensoleillée. Nos compas s'affolaient à l'approche du bâtiment désaffecté. La navigation passa de 5 à 2 mètres de la surface. Des diagonales de lumière déchiraient l'ombre de la silhouette d'acier et se diluaient quelques mètres plus bas. Le mur d'acier se dévoila devant nos masques. Aucune douleur n'était encore venue troubler ma plongée. Je bénis le vieil homme. Nous étions désormais au contact de la coque, couverte d'algues et de petits coquillages. À l'aide de mon éponge métallique, je la brossais pour assurer l'adhérence de ma ventouse. Une fois les 20 cm² nettoyés, je me ventousais à la paroi d'acier. J'y accrochais mon équipement et ne conservais que l'appareil respiratoire sur le torse et le détenteur dans la bouche. J'attendis le pincement, celui qui était censé nous libérer de la poignée de vitrier. L'attente se fit longue. Nous pendions comme des jambons de Parme au plafond d'une épicerie italienne. Soudain, un chœur d'église parvint à mes oreilles. Je perçus distinctement une chorale, alors que j'étais immergée. Un chant, j'étais incapable d'en définir l'origine. J'étais désorientée. Des voix harmonieuses résonnaient sous l'eau. Je secouai la tête. J'observais les silhouettes de mes camarades. Elles étaient sereines. Mes copains pendaient, tout comme moi, à leur ventouse. Suis-je le seul à percevoir ce chant? L'épave est sans vie depuis plus d'une décennie. Que se passe-t-il? Je contrôlais ma respiration pour éviter d'avoir à gérer un stress supplémentaire. Je m'attachais à accomplir des additions, mais le calcul mental ne changea rien à la situation. Je baignais toujours dans un cœur sans verbe. Les voix traduisaient l'indicible. Elles évoquaient l'humain, l'inhumain et le surhumain. L'inhumain parce que je comprenais qu'elles manifestaient un manque d'amour. Impossible d'être plus précis. Ce fut mon ressenti capté au cœur d'un exercice de plongée. J'interprétais le chant comme un avertissement. Il ne fallait pas interdire l'accès de notre monde à l'amour, parce que cela rendrait notre transformation impossible. Depuis, je me pose la question. Si la situation ne change pas, ce qui semble être le cas au regard de l'actualité, comment allons-nous pouvoir devenir un jour surhumains? J'oscillais comme un métronome entre deux mondes, celui du silence et celui d'un cœur d'église. Par signe, je questionnais mon binôme. Il allait bien. D'ailleurs, tous les camarades plongeurs allaient bien, sauf moi. « Es-tu
Étais-je sous l'emprise de la narcose? Impossible. Je respirais de l'oxygène et non de l'air sous pression. Mon immersion était inférieure à 3 mètres. Étais-je devenu fou? Qu'avait fait ce vieil homme? Suspendu à la ventouse, je devinais le fond sous mes chaussons de plongée. 15 mètres d'eau à peine me séparaient du fond sablonneux. Je distinguais quelques rochers épars et rien d'autre. Aucun haut-parleur immergé. Aucun plongeur extérieur à la palanquée ne glissait derrière nous pour évaluer l'exercice. La visibilité était excellente sous le mastodonte. Je passais mon temps à dodeliner de la tête. Le cœur s'interrompit au pincement de mon voisin sur mon bras. Je libérais ma ventouse et longeais le galbe de la coque comme un crabe jusqu'à percer délicatement la surface. L'exercice achevé et le débriefing passé sur le pont désaffecté, l'encadrement nous invita à nous changer et à rejoindre le carré des officiers mariniers pour le déjeuner. L'officier médecin m'interpella. « Alors, comment s'est passée la plongée ? Vous pouvez annuler le rendez-vous. Aucune douleur, aucun picotement, aucune sensation de bulle dans l'oreille, aucun trouble de l'équilibre, rien de tout ça. Bon, alors, bon appétit. Plus de débat, plus de rendez-vous, plus de greffe. La pause déjeuner fut pour moi l'occasion de me rapprocher de Tonio, mon binôme. Nous étions considérés comme des inséparables au sein de l'unité. Jamais l'un sans l'autre. Nous dévorâmes les plats comme si la faim nous tordait l'estomac depuis des mois. « Tonio !»« Oui ?»« Tu me fais confiance ?»« Oui, bien sûr. Pourquoi cette question ?»« As-tu entendu un chant lorsque nous étions suspendus sous la coque tout à l'heure ?»« Hein ? Entendu quoi ? » ?»« Un chœur d'église, si tu préfères. » Il interrompit sa mastication, déglutit et me fixa. « T'es sérieux, là ?»« Non, je plaisante. »« Ah !» L'espace d'un instant, j'ai cru à ta blague. Je préférais couper court à la conversation plutôt que de faire naître un doute sur mes capacités. Le doute désagrégerait la relation professionnelle. C'était une épée qui pouvait tuer s'il s'installait dans une relation professionnelle. Ma question devait donc conserver une pointe d'humour. Alors, qui autour de moi était en mesure d'écouter mon témoignage ? Aurélien avait été muté en Nouvelle-Calédonie. Josse, elle partageait ma vie depuis quelques mois. C'est un cœur sur pattes. Elle devait pouvoir m'écouter sans émettre de jugement, ce qu'elle fit, religieusement, le soir même au téléphone. Nous n'avions jamais abordé le sujet de la foi. Encore moins par téléphone. Par pudeur peut-être, ou par respect. Josse est née dans une famille catholique. Contrairement à moi, elle a grandi dans un univers familial ouvert à la prière et à l'éducation religieuse. Sur les îles, en l'occurrence l'île de la Réunion, la ferveur catholique rassemble plus d'ouailles devant l'autel que sur le continent. Il faut bien reconnaître que la foi reste souvent une affaire de géographie. Joss resta à mon écoute et ne me jugea pas. Elle s'empressa même de comprendre. Quoi de plus normal lorsque l'amour est présent ? L'inverse m'aurait alerté, parce que plus on juge, moins on aime. Lorsque nous sommes écoutés avec intérêt, sans être jugés ou critiqués, notre esprit s'ouvre. Aussi, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'elle-même avait été témoin d'une vision à l'adolescence, celle de la Vierge Marie. Elle lui était apparue sur le sol de sa chambre, pendant qu'elle révisait ses leçons à quelques jours du bac. Alors qu'elle était assise à son bureau, le portrait de la sainte s'était manifesté sur le carrelage, à proximité de ses pieds. Elle avait été saisie par le visage éphémère, grâce
à cette confidence, j'ai pu m'ouvrir à elle, tout en prenant soin de conserver mon discernement. Impossible d'effacer des années d'éducation d'un coup de baguette magique avant de raccrocher. Joss me réaffirma son soutien. Elle ne détenait pas non plus la vérité. Il est dommage que, dans nos jugements, ce soit toujours notre moi qui soit pris en référence pour apprécier les autres ou les situations. Comme disait Marcel Pagnol, si l'on jugeait les choses selon leurs apparences, personne ne mangerait un seul oursin. Cette expérience avait engendré en moi plus de questions que de réponses. J'étais allée jusqu'à remettre en doute mes capacités psychiques. Ma raison s'était évertuée à trouver une explication plausible et cohérente au phénomène. Première certitude, j'avais bien entendu un chant d'amour sous l'eau. Deuxième conviction, il m'était parvenu aux oreilles le lendemain de ma rencontre avec l'homme au crayon de bois. Si je reste rationnel, il est impossible d'entendre des chœurs d'église sous l'eau, qui plus est, sous la coque d'un navire désaffecté, ancré au sein d'une école de plongée de la Marine nationale, une base militaire protégée parce qu'on y forme les nageurs de combat. Alors, quelle était l'origine de ce chant improbable? Si ce n'était pas la main de l'homme, de quelle main s'agissait-il? Aujourd'hui, je crois savoir qui se cachait derrière ce cœur, parce que cœur il y avait. Cette expérience fut la première d'un long parcours jusqu'à l'ultime témoignage que je vous livrerai plus tard dans cet ouvrage. Alors voilà pour une petite partie du début de l'aventure avec Jean-Luc, qui bien entendu je partage avec vous, vous le savez, m'a dédicacé le livre. J'aime bien vous montrer les dédicaces. Voilà. Alors évidemment, je vous raconte pas du tout le reste du livre. Hyper croustillant. Je l'ai lu en 2 minutes. Alors j'ai envie de vous lire encore un petit extrait que je vous mettrai sous forme de texte tout au long de l'année. Ce sont des lectures inspirantes. Donc il m'est arrivé certains soirs, alors j'ai beaucoup ri dans la cellule d'Alcatraz, le monsieur qui devait être guérisseur, vous avez tous compris que voilà, il s'était dépouillé de ce qui est la matérialité pour se consacrer complètement à ses facultés. Donc on en trouve encore, j'en connais, des guérisseurs, vous en connaissez un, je vous l'ai présenté sur ma chaîne et les listes d'attente sont très très longues. Donc c'est le passage où j'ai éclaté de rire parce que bon, là j'ai pas éclaté de rire parce que je suis avec vous. Mais quand je l'ai lu, je m'attendais pas du tout à ce qu'il écrive. Donc il y a énormément d'humour. Vous allez vous taper des petites barres de rire, ça fait vraiment du bien. Et vous avez vu que il s'est quand même posé des questionnements sur le devenir de l'humanité si il n'y a pas la vibration d'amour. Pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne YouTube, lors de mes canalisations, lors de mes prises de position des vidéos, je n'ai fait que vous transmettre le même genre de message, partage, bienveillance, amour. Malheureusement, l'ombre prend de plus en plus de place et je comprends ces questionnements, donc j'ai vraiment hâte qu'il accepte l'invitation, que je puisse vous donner une date. Et vous pourrez lui poser des questions en direct, puisque moi je ne fais que des directs. Ça ne m'intéresse pas si ce n'est pas pour échanger avec vous. Et je vais vous lire un petit extrait ici. Non, je vous l'ai lu déjà tout à l'heure. Mais dis donc, c'est que j'aime bien. Alors,
Là, j'en ai mis un autre de côté, j'en ai mis plein. Alors, oui, voilà. Alors, on va lire cet extrait. La prière était devenue un guide, un rail de sécurité, l'assurance de conserver la bonne direction, quel que soit le contexte. J'avais pris la résolution de prier chaque matin pour rester heureux le plus souvent possible. La joie constituait pour moi un rempart contre les difficultés, conviction anéantie par l'arrivée d'un trouble inattendu. Bon, je ne vous dis pas la suite, hein. On ne va pas trop spoiler quand même. J'espère que cette lecture vous aura plu. Moi, j'adore et je partage une partie de mon temps terrestre pour échanger. Je sais que c'est pas toujours facile de lire. J'entends des gens qui me répondent « Ah non, je ne lis pas ». Il ne faut pas se sentir coupable parce qu'on n'a pas le goût de la lecture. Nous avons tous des goûts différents. Mais il est bon aussi, ce que je retire de ce livre aussi, c'est il est bon aussi d'être aligné avec soi-même et de ne pas se mentir à soi-même en me disant ou en me répondant je n'ai pas le temps, ou en remettant à l'autre oui mais toi c'est pas pareil, tu as le temps. Déjà vous êtes dans le jugement parce que vous ne savez même pas si j'ai le temps ou pas. Donc vous voyez, il le dit déjà, amour, aimer, c'est déjà ne pas porter de jugement. Il faut bien faire la différence entre porter un jugement et faire une constatation. Ce n'est pas la même chose. On dresse un constat d'une situation. Alors chacun a sa carte de géographie de la situation. On voit ça dans les accidents par exemple. Il y a 10 témoins. Il y a 10 témoins qui vont avoir vu la situation avec son filtre. Chaque témoin verra la situation avec ses propres filtres, avec sa propre culture, à travers ses convictions aussi. Hein. Mais déjà, soyez honnête avec vous-même. Pourquoi répondre « je n'ai pas le temps » ? Pourquoi répondre ? Autant répondre « je n'ai pas le goût de la lecture, mais j'apprécie d'écouter des histoires, j'apprécie d'écouter des vidéos, j'apprécie d'écouter des podcasts. Pourquoi pas ? Pour l'instant, j'ai pas encore été explorer le monde. J'ai exploré le monde des podcasts, mais bon, ça me fatigue de poster tout ça. Mais j'ai pas été encore explorer le monde où je pourrais lire un livre en entier. Il faudrait que je demande des autorisations, mais pourquoi pas ? Ça peut être aussi une idée pour plus tard quand j'en aurai envie. En tout cas, croyez-moi, vous ne vous ennuierez pas parce que sa vie déjà, rien que son parcours de vie. Alors je ne sais pas du tout quel âge a ce monsieur, j'ai pas fait de recherche, mais on voit qu'il a un parcours, on ressent vraiment un parcours. Alors à propos de l'auteur, voilà, alors on va lire quand même, il est là, hein, notre Jean-Luc. Donc il y a une postface d'Alain Chamfort. Nous ne pouvons à aucun moment douter de la sincérité profonde d'un être touché par la foi. On aurait pu mettre par la grâce aussi. Entraînés dans cette révélation aux multiples visages, nous voyageons dans les méandres du questionnement essentiel de notre existence. Par la justesse de son récit personnel et la force de son amour révélé, Jean-Luc Caliel nous interpelle et nous accompagne dans la nécessité de notre quête personnelle vers le divin. Alain Chamfort, auteur, compositeur, interprète. Donc oui, il est important d'être relié à soi-même et de se faire son propre avis. Et là, c'est plus qu'un avis parce que ce sont des constatations, puisque il a quand même un côté très matériel et très rationnel au départ. Mais ensuite, voilà. Pourquoi j'ai envie qu'il trouve sa place sur la chaîne YouTube ? Déjà, je remercie une nouvelle fois, gratitude infinie, Martine Seigneur, qui est attachée de presse. J'allais dire éditeur. Des fois, je vais dans le futur, si ce n'est pas une bonne idée. Je vais avoir peur, notre chère Martine.
Je la remercie pour ces belles découvertes. Parce que souvent, alors là, je sors de dédicace et j'ai pas trouvé le livre de Jean-Luc. La chef de rayon, elle a cherché partout parce que je voulais poser les livres de mes intervenants sur mon bureau. Donc, il m'avait préparé un grand bureau et le livre était introuvable. Donc, n'hésitez pas à demander, hein, que ce soit des oracles ou des livres. Des fois, les gens, elle m'a expliqué, les gens les prennent, en lisent un bout dans le magasin, le posent dans un autre rayon et ils ne peuvent pas retrouver les livres. Ils ont souvent 1 ou 2 ouvrages par auteur. Pareil pour les oracles. Donc, n'hésitez pas à demander ou à commander. Donc oui, je remercie Martine et on va lire là, à propos de l'auteur. Jean-Luc Caliel a grandi au Havre avec l'espoir d'intégrer un jour la brigade anti-gang de la police parisienne. Sportif depuis son plus jeune âge, il pratique la course à pied, le judo et la plongée sous-marine, se préparant un jour à devenir un homme d'action. À 17 ans, il accompagne son professeur de judo dans le gymnase de l'escadron de la gendarmerie mobile du Havre. Il assiste lorsque celui-ci donne des cours aux enfants de gendarmes. C'est à l'issue d'un de ces cours qu'un père de famille lui suggère d'intégrer, dès sa majorité, la gendarmerie pour tenter le concours du GIGN. Il le dissuade de passer celui de la police, annihilant tout espoir d'intégrer la brigade anti-gang. Pour le convaincre, le gradé lui montre des documents relatant les exploits du GIGN. Dès lors, Jean-Luc Caliel n'a plus qu'une idée en tête, rejoindre le GIGN. À 18 ans et 2 mois, il accomplit son service militaire au sein de la gendarmerie maritime à Toulon. 12 mois plus tard, il entre dans l'une des écoles de la gendarmerie nationale. Son bon classement final lui permet de choisir sa première affectation sur tout le territoire national. Debout dans l'amphithéâtre, son index pointe la ville d'Antibes. Il y reste 4 ans, temps incompressible pour prétendre passer le concours national du GIGN. Alors, en marge du métier de gendarme, il consacre ses 4 années au sport intensif pour prétendre intégrer le GIGN. Malgré les railleries et les conseils défaitistes de ses camarades gendarmes ou la mauvaise notation de ses gradés, il tente le concours à 23 ans. 1 mois après les tests, les résultats tombent pour les 120 candidats gendarmes. 5 ont été retenus. Jean-Luc en fait partie. Il atteint enfin ce qui pour lui représente le Graal avec un G majuscule comme GIGN. Durant 15 années, il gravit tous les échelons au sein de cette unité prestigieuse jusqu'à devenir un jour l'un des 4 chefs de groupe opérationnel que compte l'unité. Sous ses ordres, une vingtaine d'hommes, parfois plus en fonction de la mission qui lui est confiée. En 2000, il prend sa retraite, quitte le GIGN le cœur serré et occupe un poste de cadre au sein d'un grand groupe industriel français avec l'envie d'écrire des romans. Le Cherche Midi a envie de publier son manuscrit, mais lui demande d'écrire au préalable un document sur le GIGN. 12 mois plus tard, GIGN, les secrets d'une unité d'élite, est édité avec la promesse que son roman le soit également. Son roman, La confidence de l'ange, est publié en 2011. D'autres suivront, L'enfant du soleil et L'affaire 12 14 1. Ça fait 121 41. Bon, enfin bref. Ainsi que 2 bandes dessinées relatant des missions vécues au GIGN. Tome 1 et 2 de GIGN, la BD aux éditions A&H. Tous ces ouvrages sont teintés de spiritualité. Son parcours professionnel, littéraire et ses interventions télévisées font désormais de lui un expert et un conférencier hors du commun. Alors, concernant les bandes dessinées, il en parle
dans le livre, hein. Il en parle. Donc vous voyez des livres que j'ai pas lus, mais que je vais demander à recevoir pour les lire. Et je pense qu'on passera de très très bons moments. Et pourquoi pas mettre ces beaux livres, très beaux, hein, en podcast quand le moment sera venu, ou sous forme audio, à découvrir aussi pour les personnes qui sont privées de la vision, surtout les personnes vieillissantes. Il y en a beaucoup sur la chaîne. Et souvent, j'entends, mais je peux pas lire parce que je vois pas bien, ou je peux pas lire parce que le livre est trop lourd. Je le redis, hein, à chaque fin de vidéo, de toute façon, je le dirai, il faut penser au poids des livres. C'est très important, hein. Bon, maintenant, il y a des porte-livres, c'est vrai. Alors, Robert, on l'a reçu, hein. Vous voyez, là, on a d'autres témoignages qui peuvent être trouver leur place aussi sur la chaîne. Mais moi, j'aime les parcours de vie surtout. En quête de sens, ça a l'air sympa aussi. Bon, ben voilà. Donc, c'est chez... Regardez, hein, tout le monde le reconnaît, hein, notre cher Robert. Et oui, ce livre vous a plu? Bah, carrément, vous aimerez aussi. Ah ben, c'est carrément... je crois que depuis que j'ai la chaîne... Bon, j'ai adoré toutes les interviews que j'ai faites, mais celle-ci et celles à venir vous réservent des moments intenses. Donc, nous l'avons invité. Nous attendons le retour du jeune homme, hein. Il aura la même punition que notre Robert et la même punition que tous les autres. C'est-à-dire se soumettre à la question. J'aime bien, moi, soumettre mes auteurs à la question. C'est trop rigolo. Et puis, c'est enrichissant. Avec les mondes, les énergies que nous traversons, nous avons besoin de ces personnes qui vibrent très haut. Alors, surtout, pensez à liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien de mettre un like. Partagez sur tous vos réseaux, c'est gratuit. Ce sont des lectures très saines. Alors, Mama Édition, je ne sais pas grand-chose. Je sais que ça a été racheté par le groupe Hachette. Et je sais que c'était... Je crois que le fondateur, c'est Tigran Ading, notre chaman. Et un autre monsieur dont j'ai oublié le nom. Alors, je pense que c'est du papier recyclé. C'est pas marqué. Oh, on dirait, hein. Oui, on dirait que c'est du papier recyclé. Ils l'ont pas marqué. Photographie de couverture Xavier Giraud. Portrait de l'auteur Xavier Giraud. Conception graphique Philippe Fourquet. Achevé d'imprimer 2025. Bon, ils l'ont pas marqué. Peut-être Stéphane Alix, on verra. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, ça je veux le lire aussi. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que qu'on a tous passé un très bon moment. Je vous dis namasté. Et n'oubliez pas de faire voyager la vidéo. C'est très important pour la culture. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. Et portez-vous bien.